Bonjour à tous et bienvenue sur une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le point sur mes lectures du mois de février et du coup faire le point sur le challenge Petit mois, petite lecture d'Audrey Le Souffle des mots. Bon, comme tous les ans, il y a une grosse différence entre la palle que je vous ai présentée et les résultats de lecture. Mais bon, on dira que c'est pas notre faute. On commence tout de suite avec Blackwater, donc le tome 1, La Crue de Michael McDowell, publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Alors celui-ci, je vous l'avais même pas présenté dans la palle puisqu'il n'était pas prévu, et finalement j'ai des copines, donc Amy et Clémence sur le Bookstar rouennais. On s'est retrouvés pour faire une lecture commune sur celui-ci qui nous faisait très envie. Donc je l'inclus dans le challenge puisqu'il ne fait que 250 pages, donc voilà, il rentrait globalement dans le challenge. Donc ici, on suit la vie d'un village qui va se retrouver inondé avec la rivière qui sort de son lit. Et au moment où la rivière va commencer à redescendre, ils vont se rendre compte qu'une mystérieuse femme est bloquée dans un des hôtels en fait qui était inondé. Elle sort de nulle part, personne ne la connaît, mais ça gêne personne. On la ramène au village et puis elle devient la copine de tout le monde. Je savais pas trop à quoi m'attendre, on m'avait parlé quand même pas mal du côté fantastique, voilà, cette mystérieuse femme, c'était un peu comme une sorcière et tout ça. Donc je m'attendais quand même à avoir un côté assez fantastique, assez magique, et finalement pas du tout. On est plus sur un livre tranche de vie où on suit voilà, une famille dans les années 20, et ça ressemble plutôt à ça. Il n'y a pas de grosse intrigue en soi, alors c'est ce qui m'a manqué personnellement. J'ai bien aimé. Et en même temps, je saurais pas l'expliquer parce qu'en fait, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de choses qui nous happent, qui nous donnent envie de continuer. Il n'y a pas, voilà, y a pas ce côté aventure, quête, ce genre de choses. Vraiment juste, on suit la petite vie de la famille et donc l'évolution des relations, etc. Et c'est très surprenant parce qu'en fait, c'est sympa, on a quand même envie d'y retourner malgré tout. Enfin, j'ai jamais eu envie de le laisser poser et de jamais y retourner. Mais je ne saurais pas expliquer ce qui rend ça. Alors peut-être la plume, ou peut-être l'attachement que ça crée avec la famille. Mais du coup c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus fantastique, d'un petit peu plus merveilleux. Et pareil, pour le côté fantastique, personnellement je ne l'ai pas du tout vu. Alors certes, il y a des moments où voilà, on nous fait jouer entre le côté réalité, rêve, magie, mais c'est pas quelque chose d'explicite. On est vraiment dans le côté fantastique qu'on nous a appris en cours en français, où voilà, on sait pas où on est, on sait pas où est-ce que ça se situe. Je trouve que ça ressemble plutôt à ça. Mais sinon, dans l'ensemble, en vrai, ça a été une plutôt bonne lecture. Je pense que je continuerai parce que j'ai envie quand même de savoir un petit peu où va cette famille. Mais je ne pourrais pas enchaîner les 6 tomes s'ils sont dans la même lignée. Je pourrais pas les enchaîner parce que j'ai un moment, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie d'aventure, j'ai envie de, voilà, de voir plein de choses. Et c'est vrai que bon, là il s'est pas passé grand chose en soi, si ce n'est qu'on découvre comment vit une famille dans les années 1920 quoi. J'ai ensuite lu Rhinocéros de Eugène Ionesco, donc là c'est une édition chez Folio. Donc c'est une pièce de théâtre qui est clairement de l'absurde. J'avoue que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je voulais le lire puisque j'avais découvert un extrait en préparant mon bac au français, que j'avais plutôt bien aimé l'idée de l'auteur. Donc je l'ai découverte. Je ne pensais pas qu'on allait autant dans l'absurde, mais ça se lit. J'ai aimé voir l'évolution des personnages humains, en fait, la transformation, les changements de pensée au fur et à mesure du roman. Après, clairement, ça tourne en rond, on est vraiment dans un absurde les plus total, et certains passages sont quand même difficiles à lire dans le sens où on est sur du théâtre, mais il y a énormément de détails sur les mouvements des personnages, sur les décors, mais limite quand il nous présente une chambre, il pourrait nous décrire le dessus de lit quoi. Il est à carreaux avec telle couleur, combien de lignes, combien de colonnes, enfin ça va loin, vraiment très loin. Alors par contre j'imagine que quand on la met en scène, on a toutes les infos, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, quand on les lit en fait, ça apporte rien de plus, ça alourdit la lecture.
alors qu'en fait on a juste envie d'avancer dans les dialogues et d'en savoir plus. Donc je suis partagée parce que c'était pas désagréable, mais en même temps il y a quand même plein de points qui font que c'est pas fou non plus. Donc voilà, je suis mitigée. Après j'ai pas l'habitude de lire du théâtre, donc voilà. Et l'absurde, c'est pas forcément une thématique qui me plaît, que j'ai l'habitude de découvrir et tout ça. Donc une fois de temps en temps, pourquoi pas. Après au quotidien, clairement non. Mais au moins je l'ai lu, j'ai lu ce classique. Et il y a quand même des bonnes idées à retenir malgré tout derrière. Donc voilà. Puis comme c'est court, enfin ça fait 250 pages et c'est du théâtre, donc c'est pas non plus une grosse torture. J'ai ensuite lu le tome 1 de Penelope Green, donc la chanson des enfants perdus de Béatrice Beauté, et c'est publié chez Casterman. Alors celui-ci c'est un très vieux livre, enfin très vieux livre, il a au moins 10-15 ans je pense. On suit Pénélope qui est une jeune fille, alors je saurais plus dire l'époque, mais on a une époque où les femmes elles se marient et voilà, elles sont jolies quoi, clairement. Et en fait son père va mourir et lui lègue tout, donc son père c'est un très très grand enquêteur, et il lui lègue tout, sa maison, il s'est arrangé pour qu'en fait on ne l'oblige pas à se marier, donc elle a de l'argent de côté, etc. Elle va pas être embêtée avec un tuteur qui va vouloir la marier et tout ça, il veut pas ça pour sa fille. Et ça tombe bien parce que sa fille, elle veut juste devenir enquêtrice et reprendre les affaires de son père. Et notamment une affaire dont son père n'a jamais voulu lui parler. Il lui a fait brûler tous les documents avant sa mort. Mais bon, ça lui trotte dans la tête, donc elle quand même, elle a envie de savoir ce que c'est. Et en plus, si elle réussit à dénicher une grosse enquête, ça pourrait lui ouvrir les portes des presses et des journaux pour se faire un nom. On va donc la suivre, je crois que c'est en Angleterre. C'est ça, c'est en Angleterre, c'est à Londres. Et donc on va la suivre dans cette aventure. Elle va se faire des amis, elle va se faire des ennemis. Mais j'ai trouvé ça assez sympa. Alors le début est un peu long à se mettre en place. Et il y a quand même des trucs un peu spéciaux pour un livre qui est quand même du jeunesse. J'avoue qu'il y a des moments où je me suis dit ça pour un enfant de 12 ans, pas fou. Mais sinon c'est sympa. Une fois qu'on a passé ce cap d'introduction où on met tout en place et qu'on rentre vraiment dans l'intrigue, qu'on rentre vraiment dans l'enquête, c'est déjà le plus sympa. Après, on sent que c'est du jeunesse, c'est pas... je me suis pas fait surprendre. Enfin, j'ai vu venir assez facilement et rapidement le dénouement de l'enquête, même si j'avais pas tous les détails, j'avoue que j'avais quand même une grosse partie. Donc c'est un peu dommage, mais en même temps c'est du jeunesse, donc faut pas non plus que ce soit hyper compliqué à comprendre derrière. Donc voilà, plutôt une bonne lecture dans l'ensemble. J'ai pas trop de choses en plus à vous dire. J'ai le tome 2 dans ma palle, quelque part par ici, où cette fois elle va mener une enquête, mais à New York. Donc je pense que je lirai le 2. Je sais qu'il y a 4 livres au total, mais c'est une enquête à chaque fois, donc je m'arrêterai je pense au 2 vu que j'ai le 2. Et pour voir un petit peu comment ça évolue, mais des avis que j'avais vus après le 2, je crois que ça s'essouffle un peu de toute façon, donc on verra bien. J'ai ensuite lu L'île du crâne de Anthony Horowitz, donc là c'est une édition intégrale chez France Loisirs, donc j'ai lu que le tome 1 de l'intégrale. Ici on suit un jeune garçon qui se fait virer de son collège, donc on est vraiment... c'est pareil, c'était il y a un moment puisqu'on parle de pensionnat, les filles, les garçons ne sont pas mélangés et tout ça. Donc il se fait virer de son collège, de son pensionnat, et ses parents vont mystérieusement recevoir, comme par hasard, le lendemain matin, un courrier leur disant votre fils est admis dans la pension l'île du crâne, vous me le mettez dans un train et puis c'est tout bon pour nous quoi. Et puis eux ils disent oui, bien sûr, enfin évidemment. Donc voilà, ce jeune garçon se retrouve seul sur l'île du crâne, donc sa nouvelle école. Donc pendant le voyage, il va quand même rencontrer 2 autres jeunes donc, qui vont dans la même école. Et en fait, ils se rendent rapidement compte que dans chaque lettre était indiqué un petit peu le programme de l'école, ce qu'ils proposent. Et qu'en fait, chaque lettre était différente et que le programme n'est pas du tout le même. Donc pour David Elliott qu'on suit, pour la jeune fille, pour l'autre. Enfin, c'était vraiment adapté aux envies des parents finalement. Et donc, ils vont arriver sur cette île. Et l'île, voilà, c'est un peu bizarre, les professeurs sont un peu bizarres, tout est un peu bizarre et voilà, ils vont un petit peu mener leur enquête et on va voir ça.
C'est un livre que je voulais redécouvrir puisque je l'ai lu au collège, vu que c'était une lecture obligatoire dans le programme. Alors j'espère que ça ne l'est plus au programme, clairement. J'avoue que j'ai été un peu choquée de ce que j'ai lu. Heureusement que c'est court. Mais on est clairement... Enfin, il y a de la maltraitance envers les femmes. Et c'est complètement banalisé. Alors heureusement qu'on voit pas les parents beaucoup dans le livre, hein, parce que vraiment, mon Dieu, mais quand même, la femme se fait bien frapper et ça ne gêne personne, c'est tout à fait normal. Voilà, donc déjà ça m'a un peu dérangée, étant donné qu'on lit ça quand on a 12-13 ans au collège et qu'on n'en parle pas, clairement, j'ai zéro souvenir de ça. Donc bon, je trouve pas ça hyper ouf. Et il y a autre chose qui m'a beaucoup dérangée, et j'ai pu en parler avec un ami après, complètement par hasard. Et en fait, l'histoire ressemble beaucoup à Harry Potter. Bon, forcément beaucoup moins développé, puisque ici on a 150 pages et que Harry Potter il y en a 400. Mais en fait, on retrouve exactement le même scénario. Le gamin qui est un peu maltraité dans sa famille, qui n'est pas aimé par ses parents ou ses tuteurs, etc. Qui se retrouve embarqué dans une école qui connaît ni d'Ève ni d'Adam. On le dépose à la gare, après fait le trajet tout seul, les parents vont jamais à l'école. Comme par hasard, un trio se forme entre une fille et 2 garçons. Voilà, le côté magique qui revient. Enfin, il y a quand même des gros éléments qui reviennent et qui sont semblables. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, L'île du crâne aurait été écrit avant Harry Potter. Donc, est-ce que Rowling s'est inspirée? Je ne sais pas, j'avoue que voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même assez flagrant quand on a lu les deux. Et voilà, franchement, moi j'ai été hyper déçue. J'ai été très choquée de voir ce qui était mis en avant. Et je trouve que l'histoire en elle-même est franchement pas folichonne. Certes, il y a le côté magique, mais on trouve 1000 fois mieux en livre qui aborde la magie que ce truc-là. Je lirai le tome 2 quand même pour savoir, parce qu'à l'origine je relisais le 1 pour pouvoir découvrir le 2, donc je découvrirai le tome 2. Et en fait, j'avoue que je suis restée un peu sur le cul en découvrant ça. J'espère que le 2 est quand même un peu mieux, mais en même temps, quand je vois comment était le 1, j'avoue que j'ai un peu peur. Mais voilà, si jamais vous avez ce livre-là et que vous n'avez jamais lu, ne lisez pas, hein, vraiment. Brûlez-le clairement parce que ça ne vaut que ça. J'ai ensuite lu un service presse, donc je remercie la maison d'édition Rollica qui me l'a envoyé. Il s'agit de Fort comme Jerry de Marie Nollet. C'est un petit livre jeunesse accessible dès 8-10 ans et qui va parler de l'amitié, qui va parler du regard des autres et qui va parler surtout du harcèlement scolaire. Donc notamment ici au moment du passage entre l'école primaire et le collège. Donc on suit une jeune fille qui va faire sa rentrée au collège et se rend compte que sa meilleure copine de l'école primaire, elle a un petit peu changé entre temps pendant les vacances scolaires et c'est plus du tout la même. Et voilà, cette adaptation qu'il y a à l'entrée au collège, les nouvelles personnes qui gravitent autour de nous, puisque en général un collège regroupe plusieurs écoles primaires, donc on découvre de nouvelles personnes, et la différence entre les enfants. J'ai trouvé que c'était hyper bien mené, hyper cool. Alors pour moi j'ai trouvé que c'était un petit peu court, mais en même temps pour un enfant de 8 ans c'est tout à fait adapté, il fait une centaine de pages. Et j'ai trouvé que le sujet du harcèlement scolaire était hyper bien mené et qu'à travers le personnage qu'on suit, je sais plus son nom, c'est une jeune fille, on se rend en fait bien compte de ce sentiment un petit peu de solitude, de questionnement en fait qu'on va se poser à cette arrivée, de pourquoi la différence, pourquoi l'accepter, pas l'accepter, pourquoi telle personne elle a changé, les influences, etc. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien amené. Et donc on sent en elle en fait cette envie de bien faire et en même temps de ne pas en blesser l'un ou l'autre. Et du coup finalement elle blesse tout le monde. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait, hyper bien mené.
C'est très adapté aux enfants, donc vraiment pour moi c'est un livre qu'il faut mettre dans toutes les mains des enfants à partir de 8-10 ans pour qu'ils puissent comprendre quelles sont ses valeurs, quels sont ses problèmes, et aussi entre les mains des adultes, des parents, pour qu'on sache comment l'aborder avec justement les plus jeunes, parce qu'il faut en parler, il faut l'expliquer, et du coup j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, et vraiment bravo et merci Rolika pour ce livre, parce qu'il est vraiment génial. Enfin, dernier livre qui lui ne rentre pas du tout dans le challenge Petit Mois Petite Lecture, puisque on est quand même sur une petite brique. Il s'agit de Six of Crows de Leigh Bardugo. Là c'est l'édition intégrale de chez France Loisirs, mais on est sur un livre qui fait plus de 500 pages, que j'ai lu en lecture commune avec plusieurs filles sur Instagram. Alors encore une fois, une lecture commune que je n'ai pas suivie du tout. Le rythme était beaucoup trop élevé pour moi, j'avais clairement pas le temps. On était sur un truc comme 80 ou 90 pages par jour, et clairement déjà il y a des jours quand j'ouvrais le livre on était content. Donc voilà, mais j'ai lu le tome 1 de Six of Crows. Donc Six of Crows normalement se lit après la saga Grisha, donc qui est en 3 tomes. On réintègre donc le Grishaverse ici, mais pas du côté de Ravka, mais du côté de Ketterdam, donc de l'autre côté de la mer. Et on va ici suivre tous les membres d'un petit gang de cette ville qui vont se retrouver nommés pour une mission un peu suicidaire, clairement on peut se le dire, puisque c'est quasi impossible en fait de la réussir. Mais eux, ils se disent qu'avec leur ruse, ils peuvent y arriver, et voilà, ils vont former une équipe donc de personnes assez complémentaires, et ils vont essayer de mener à bien cette mission. J'ai trouvé le livre hyper bien. On a beaucoup de personnages par contre, donc ils sont tous complémentaires, ils sont tous hyper intéressants, mais c'est vrai que pour suivre des fois c'est un petit peu compliqué, et ça fait quand même beaucoup de persos. Je suis contente, j'avais très peur en fait que je préfère Six of Crows à Grisha. Alors ça peut être bizarre de le dire comme ça, mais j'ai adoré Grisha, vraiment ça a été un de mes coups de cœur. J'ai dû le lire en 2023. J'ai dû le lire en 2021 je crois. 2020 ou 2021. Bref, ça a été un gros coup de cœur. Et de tous les avis que j'ai entendus, une fois que les gens ont découvert Six of Crows, ils préfèrent Six of Crows. Et j'ai tellement aimé Grisha que je ne voulais pas que Six of Crows passe devant. Et donc je suis contente puisque pour l'instant ce n'est pas le cas. J'ai de loin préféré Grisha qui pour moi était beaucoup plus prenant, beaucoup plus addictif. Et j'ai préféré les décors et tout ça, même si pour le coup je préfère les personnages de Six of Crows. Mais j'ai trouvé l'histoire beaucoup plus prenante dans Grisha et les décors beaucoup plus merveilleux. Et il y a aussi, je pense, le fait que ici les chapitres sont quand même hyper gros, surtout au tout début quand tout se met en place, il y a des chapitres hyper longs et du coup le côté addictif on le perd un peu. Je l'ai retrouvé sur la fin parce que les chapitres se raccourcissent drastiquement, donc du coup ça a vachement aidé. Mais je préfère quand même Grisha. Après l'univers reste ouf et j'ai hâte de lire le tome 2 pour savoir où on va. J'aimerais le lire avant que la saison 2 sorte sur Netflix pour être sûre de ne pas me faire spoiler ou voilà. Mais j'ai hâte. Et je pense que ça a joué aussi. C'est le fait que j'ai déjà vu du coup la saison 1 de la série sur Netflix. Et il y a des personnages, enfin quasiment tous les personnages du coup je crois, apparaissent dans la série. Donc du coup ça a peut-être aussi joué sur mon appréciation au global. Mais voilà, ça reste une très bonne lecture et je vous conseille de vous plonger dans le Grishaverse parce que c'est trop bien. Voilà. Et voilà, c'était tout pour ce point lecture pour le mois de février. J'ai donc lu 6 livres au total, c'est pas énorme, mais du coup la lecture de Six of Crows m'a pris beaucoup de temps vu que c'est quand même un bon pavé et que ouais, les pages sont hyper grandes et tout. Mais je suis quand même contente parce que j'ai quand même réussi à lire. Vous avez dû remarquer qu'il n'y avait pas de manga dans ce point lecture puisque je n'ai pas lu un seul graphique au mois de février. Je me suis dit que je me concentrais sur les romans puisque de toute façon en avril je sais que je vais faire un readathon je vide ma palle graphique comme je fais tous les ans depuis plusieurs années maintenant. Donc je sais qu'en avril mon quota de manga va exploser comparé aux autres mois.
Donc je me suis dit que là pour le petit mois petite lecture je me concentrais que sur des romans. Dites-moi vous en commentaire les livres que vous avez lus au mois de février. Si vous avez fait le challenge petit mois petite lecture, dites-moi combien de livres vous avez lus, les livres que vous avez lus. N'hésitez pas aussi si vous avez lu des livres en commun avec moi à me donner vos avis, s'ils sont identiques ou si plutôt ils sont divergents. Voilà, pour qu'on puisse en échanger. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo pour me montrer que vous aimez ce genre de sujet. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.